Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Bienvenue à ce 4e numéro de Face aux électeurs, émission produite par la RTI et reprise par les chaînes privées au regard de son intérêt national. Objectif de cette émission, donner l'opportunité aux candidats à la candidature présidentielle de livrer le contenu de leur vision, leur projet pour la Côte d'Ivoire. 5 candidats frappent aux portes du palais présidentiel et tous disent vouloir le bonheur des Ivoiriens, mais qu'ont-ils à offrir? Une question complexe qui mérite un regard particulier. Votre regard, parce qu'il s'agit de vous, de votre avenir. Que dis-je, de notre avenir? En scène ce soir, Henriette Lagou, présidente du groupement des partenaires politiques pour la paix en abrégé, GPP, ancienne ministre de la République, femme politique engagée pour un renouveau. Elle vous exposera sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne et nouvelle, une Côte d'Ivoire des valeurs. Pour tenir ce temps d'antenne, eh bien, nous ne serons pas seuls. Nous sommes accompagnés de Victorine Niaouyoboué. Victorine Niaouyoboué, journaliste à RTI 1. Victorine Niaouyoboué, bonsoir. Bonsoir Guy B. Et justement, avec nous également sur ce plateau, Cheikh Ahmed Bakayoko, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Cheikh, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Erwan. Alors, Madame la Présidente Henriette Lagou, je tiens tout de suite à vous rassurer, nous resterons dans les faits, rien que dans les faits, principe sacré de notre métier, 1h30 d'échange avec vous sur des sujets en rapport avec votre projet de société et vos promesses pour changer positivement le quotidien des Ivoiriens. Vous êtes 2 candidates femmes dans le cadre de cette présidentielle, puisqu'il s'agit de vous ce soir, Henriette Lagou. Si vous êtes élue au soir du 25 octobre 2025, vous deviendrez bien, le symbole de l'expression par excellence du genre en Côte d'Ivoire. Le genre, voici donc le premier chapitre qui conduira nos échanges. Henriette Lagou, nous le disions tantôt, vous êtes 5 candidats, les Ivoiriens vous regardent, ils veulent savoir ce qu'ils ne savent pas de vous. Présentez-vous. Merci. Je voudrais, avant tout propos, remercier l'AACA et la RTI qui nous permet aujourd'hui d'être face aux électeurs et de dire pourquoi nous sommes candidats et de dire quel est notre projet de société. Je voudrais dire que je suis Henriette Lagou Adjoa, candidate aux élections présidentielles d'octobre 2025. Je suis candidate, mais je veux parler aux Ivoiriens. Je suis ici, évidemment, pas pour moi, pas pour parler de moi, mais pour parler aux Ivoiriens, à chaque femme, à chaque homme, à chaque famille, pour dire aux Ivoiriens que nous voulons un réel changement. Et je suis ici pour dire aux Ivoiriens que je le fais avec le cœur et la profonde conviction que la Côte d'Ivoire a besoin d'un souffle nouveau. Je suis ici pour dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, notre belle nation, a souffert. Nous avons eu des conflits et les cicatrices existent encore. Mais je crois fermement que de par notre engagement, de par ce changement qu'il va avoir, nous allons pouvoir évidemment soigner nos plaies et que ces plaies se cicatrisent pour que la Côte d'Ivoire se porte bien. C'est en cela que mes engagements que j'ai de paix, de réconciliation, ne sont pas des vœux pieux. J'ai engagé cela autour d'un projet de société qui se décline en 4 piliers. La paix vraie, la réconciliation sincère, une économie inclusive avec le partage équitable des richesses, une diaspora complètement intégrée et la Côte d'Ivoire des valeurs. Nous avons des valeurs en Côte d'Ivoire, nous avons des valeurs en Afrique que nous sommes en train de perdre. Et donc c'est autour de ces 4 grands piliers que va se dessiner 12 axes stratégiques. Et ces 12 axes stratégiques vont nous permettre ce soir d'aller en détail dans notre projet de société et ça va faire l'objet des échanges que nous allons avoir tout à l'heure. Alors, Henriette Lagou, au soir du 25 octobre 2025, pourquoi devrait-on vous choisir, vous et personne d'autre? Il faut choisir Henriette Lagou parce que ce serait le vrai changement. Changer pour changer,
si on choisit une femme le 25 octobre 2025, c'est qu'on a fait le bon choix. Le bon choix en ce sens que la Côte d'Ivoire verra un changement de façon effective. Un changement d'une personne qui porte en elle les gemmes de gouvernance. Parce que je pense que j'ai servi la Côte d'Ivoire à tous les niveaux et que j'en ai les capacités et que, de toute façon, pour gouverner un pays, il faut connaître ce pays. J'ai travaillé toute ma vie à aider les Ivoiriens. Je connais toute la Côte d'Ivoire. J'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire. Et j'ai les capacités intellectuelles et j'ai l'expérience nécessaire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'au soir du 25, les Ivoiriens devaient choisir la personne qui connaît bien la Côte d'Ivoire et qui peut diriger la Côte d'Ivoire. C'est une belle expérience que vous avez pour vous, mais une fois élu, si vous êtes élu, en quoi seriez-vous une meilleure présidente que vos prédécesseurs ou vos adversaires? Oui, parce que je connais le problème des Ivoiriens, je connais le quotidien des Ivoiriens. Et donc, je serais meilleure parce que j'ai de grands projets, j'ai une grande vision pour les Ivoiriens, à tout point de vue. Au niveau sociétal, j'ai des grands projets pour les Ivoiriens. Et mon projet de société est basé sur le capital humain. Et ça va permettre, évidemment, d'améliorer les conditions de vie du peuple de Côte d'Ivoire. Victorine Yoboué. Henriette Lago, 2 fois candidate à la présidentielle, pensez-vous que la société ivoirienne est prête, cette fois-ci, à confier son destin à une femme? Merci. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est l'heure de confier les gouvernances aux femmes. Ce poste a été toujours masculin. Il faut essayer la touche féminine parce que notre pays a souffert et le pays a tellement souffert qu'il faut installer une paix définitive pour un développement meilleur. Et il n'y a que la femme qui puisse apporter cette paix-là. Vous savez, quand ça ne va pas dans les familles, quand ça ne va pas dans les foyers, c'est les femmes qui viennent et qui gèrent. Et nous connaissons ça en Afrique. Donc, désormais, à partir de maintenant, nous appelons les peuples à confier leur destin aux femmes. Nous avons eu en Côte d'Ivoire 5 présidents. C'était des hommes. Où ça nous a amenés? Nous avons connu cette grave crise. Il faut maintenant changer. Je pense qu'il faut changer. Cheikh Ahmed. Madame la candidate, vous avez dénoncé dans votre manifeste la phallocratie ivoirienne, société dominée par les hommes en majorité. Pourtant, la Côte d'Ivoire vient de loin avec plusieurs réformes, des réformes législatives qui visent à protéger les femmes. Je pense notamment aux lois sur la violence, je pense aussi au droit du mariage, le statut des époux et tout cela. Ce sont des efforts qui montrent à tel point notre pays a évolué. On a aussi des cas concrets au niveau institutionnel ou encore au niveau judiciaire, avec notamment une première femme bâtonnier élue au barreau ivoirien, une femme à la tête du Sénat ivoirien, une femme à la tête du Conseil constitutionnel. Mais ce sont des victoires qui servent d'exemple concret, mais qui ne garantissent pas la parité institutionnelle. Selon vous, qu'est-ce qui freine réellement la promotion des femmes aux sphères de décision? Ce qui freine, nous avons il y a la volonté politique, ça c'est clair, mais nous avons beaucoup de freins à l'avancée des femmes. Et donc, nous avons fait beaucoup de combats ici en Côte d'Ivoire. Et évidemment, il y a eu des avancées. Là, vous citez tout ce que vous citez, mais de toutes les manières, je vais vous dire que nous sommes à 30%. Nous avons une loi qui nous met à 30% à égalité de façon sociétale. Mais moi, je vais plus loin. Il faut aller à 50%. Pourquoi pas? Il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a autant de femmes formées que d'hommes. Pourquoi s'arrêter à 30%? Et nous n'avons pas encore atteint les 50%. Tant que nous n'avons pas atteint les 50%, le combat continue. Et moi, le 25 octobre, élu président de la République, mais on y va tout de suite pour les 50%. C'est assez clair. Nous en avons la capacité. Et voyez-vous, les femmes à des postes sont très bien, je pense que des fois, elles font mieux que les hommes. Alors, je vous dis qu'il y a eu des avancées, mais il reste beaucoup à faire. Et entre nos femmes, nous sommes convaincus parce que quand il s'agit de lutter pour la femme, ce n'est plus des chapelles politiques, c'est ensemble que nous avons avancé pour avoir les 30% et ensemble nous sommes en train d'avancer pour avoir les 50%. Quand je serai élue au soir du 25
octobre 2025, on ne parlera plus de 30%, on parlera de 50%. Alors, Madame la Présidente, permettez-moi de vous prendre au mot sur justement les derniers mots que vous venez de prononcer à l'instant. Vous vous présentez comme le porte-étendard des femmes. Si vous êtes élu, qu'est-ce qui va véritablement changer? D'ailleurs, que veulent véritablement les femmes? Diriger, exercer le pouvoir, prouver aux hommes qu'elles sont en mesure de faire mieux que ces hommes, là où ils ont échoué. Et après, quel sera le défi? Ben non, ce n'est pas qu'on dit qu'on veut forcément, mais nous en avons la capacité, c'est ce qu'on dit. Et à des moments où le pays est en difficulté, il faut faire appel à des personnes capables de rendre les populations un peu bien. Alors, c'est ça. Au cours de cette campagne, vous avez sillonné villes et villages, vous êtes allé à la rencontre de ces femmes. Quel est le message que vous leur avez véhiculé? Ben, c'est un message d'espoir, d'espérance. J'ai dit à ces femmes que l'heure a sonné pour que nous, sur le plan sociétal, nous prenions des positions qui puissent permettre à la femme d'avancer, surtout au niveau rural. J'ai dit à ces femmes qu'il faut une autonomisation complète de la femme. Et elles ont compris, elles sont, je vous assure, partout où je suis partie pour des meetings, à des endroits, il y avait plus de femmes que d'hommes, parce que les femmes ont compris qu'elles ne sont pas autonomes financièrement. L'autonomisation de la femme, j'en ai fait mon combat quand j'étais ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et nous allons continuer. Nous allons soutenir les femmes par les coopératives mieux organisées. Nous allons soutenir ces femmes financièrement parce que je vais plus loin dans mon projet de société. Je propose même la création d'une banque pour la femme, pour qu'elle soit financée aisément. Parce que là, en ce moment, elles sont dans des difficultés énormes. Voilà autant d'actions que je vais mener pour les femmes. Madame la Présidente, les meetings, vous conviendrez avec moi que les meetings attirent les foules. Quant à l'adhésion à l'idée ou à l'idéologie, c'est tout autre chose. Et évidemment, mais les femmes, quand elles ne sont pas intéressées, elles ne viennent pas. Ça, je vous le dis. Hein. Ah oui, j'ai été ministre de la Femme, je sais de quoi je parle. Quand elles ne sont pas intéressées, elles ne sortent pas. Voilà. Victorine Oyobwe? Oui, Madame la candidate, est-ce qu'il va s'agir seulement de volonté politique quand il s'agit de positionner la femme à égalité avec l'homme? Parce que jusqu'aujourd'hui, nous savons comment sont constituées nos sociétés. Nous avons nos cultures qui constituent des fois une véritable pesanteur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? Une fois que vous avez la volonté politique, une fois que vous avez ouvert la banque que vous allez totalement adresser aux femmes. Merci. C'est vrai qu'il y a des pesanteurs socioculturelles, mais ça, c'est des sensibilisations que nous avons commencées depuis longtemps. Et aujourd'hui, quand je vais à l'intérieur, quand je tourne dans les contrées, les chefs sont là, les populations africaines sont là. Et puis, ils comprennent que l'engagement de la femme, quand c'est total, ça peut servir au peuple. Et de plus en plus, ça commence à être bien perçu. Et donc, c'est vrai, il y a des pesanteurs, mais il y a des pesanteurs que nous avons dépassés. Aujourd'hui, il y a même des femmes chefs de village, ce qui n'existait pas. Madame la Présidente du groupement des partenaires politiques pour la paix, pour soutenir les projets des femmes, des initiatives ont été portées en termes de financement avec par exemple le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, d'1 milliard, il est passé à 28 milliards si nos chiffres sont exacts. À vous, Présidente de la République, devrait-on s'attendre à pareille initiative ou à mieux en termes de financement? Je suis en train de vous dire que c'est 1 milliard, c'est vrai. Il faut mettre une banque pour la femme. Voilà. Parce que c'est difficile l'accès des femmes au crédit. Correct, au crédit correct, parce que c'est des petits montants qu'on donne aux femmes. Ah non, 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 il faut permettre aux femmes d'avoir des montants consistants et de faire du vrai business. Voilà. Je sais quand même. Oui, comme on parle de genre et justement de promotion de la femme, la maternité, parlons-en. La maternité reste aujourd'hui pour de nombreuses femmes un réel problème à leur évolution professionnelle et également à leur accès à des postes de décision assez importants au sein de la société. Vous, Présidente, est-ce que vous envisagez tout de suite des mesures pour permettre aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle, mais tout cela tout en garantissant leur épanouissement au sein de la société? Ah oui, bien sûr, de toutes les manières, la maternité, c'est depuis l'aube des temps. La femme, elle donne vie, et donner vie n'empêche pas la femme d'évoluer de toutes les manières. Et puis, c'est un processus normal, ce n'est pas une maladie. Alors, donc, moi, au pouvoir, je vais faire en sorte que
la maternité ne constitue pas un frein au positionnement et à l'avancée de la femme. Si vous êtes élu président de la République au soir du 25 octobre, quelle sera la première décision que vous prendrez en faveur des femmes? En dehors, bien sûr, du financement, la question que nous venons d'aborder. La première décision que je prendrai, je vais d'abord, au niveau de la formation de mon gouvernement, je mettrai 20 ministres, autant de femmes que d'hommes, et puis un ministre, un premier ministre. Alors, Madame la Présidente donc, du groupement des partenaires politiques pour la paix, une fois élue présidente de la République, est-ce que vous entendez inciter plus de femmes à s'intéresser à la politique? Si oui, pourquoi? Elles vont s'intéresser parce qu'elles vont comprendre qu'en fin de compte, les femmes peuvent avancer. Enfin, j'ai rencontré un groupe d'observateurs et au sorti de là, j'ai reçu un message d'une jeune dame qui m'a dit « Madame, vous m'avez inspirée ». Une fois que je rentre dans mon pays, évidemment, je prends mon bâton de pèlerin et je me mets à la politique. C'est dit que quand on va avancer, ça va permettre aux femmes de comprendre que nous pouvons avancer au même titre que les hommes. Cheikh Ahmed? Oui, en parlant de soutien aux femmes, il y en a qui sont victimes de violences domestiques. En tant que présidente de la République, on sait que ce n'est pas encore inscrit de façon spécifique dans l'arsenal juridique de notre pays. Quelles mesures vous proposez justement pour en finir avec ce phénomène qui est courant dans notre société? Oui, évidemment, dans mon projet, j'ai prévu de créer des brigades. Des brigades pour éviter, réprimer ceux qui s'adonnent à ce genre de crimes, parce que c'est des crimes. Et donc, je l'ai pris en compte dans mon projet de société. Et comment vous le faites? Est-ce que c'est chiffré? Dans quel dispositif budgétaire vous inscrivez la mise en place de cette brigade? Dans la faisabilité, qu'est-ce que ça donne? Mais s'il vous plaît, les brigades qui sont créées, on trouve une ligne budgétaire de toutes les manières. C'est une question. Quand tu as la volonté, obligatoirement, quand tu établis ton budget, tu le mets dedans. C'est tout. Donc, allez-y, allez-y. Oui, nous parlons de brigade. Ce serait avec la police, la gendarmerie. Ou ce sera une unité spéciale qui sera créée? Oui, une unité spéciale. Ce serait une unité spéciale. Oui. Nous avons la brigade qui sévit, évidemment, par rapport aux clandestins dans les mines. Nous allons créer une brigade, évidemment, pour punir ceux qui s'adonnent aux violences faites aux femmes. Voilà. Madame la candidate, j'imagine que vous avez été choquée dernièrement quand il y a eu un féminicide sur 2 étudiantes de l'INFAS. Ce sont des crimes crapuleux. Et vous, en train de taper à la porte de la présidence de Côte d'Ivoire, il faut des mesures fortes à la hauteur de cette gravité de crime. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça, d'abord, évidemment, c'est arrivé. Il faut punir, mais il faut prévenir. C'est pour ça qu'on met la brigade qui va pouvoir, évidemment, sévir, mais en même temps, quand ces personnes vont voir qu'il y a une brigade pour sévir, ils feront plus attention. Ça. Et cette brigade, elle sera, en quoi consistera son fonctionnement? Elle sera rattachée à un ministère, elle recevra des instructions de façon directe pour sévir, parce que quand vous parlez de répression, est-ce qu'il y aura des juridictions? Je sais qu'elle a tout à l'heure soulevé la question. Expliquez-nous un peu son fonctionnement. Non, mais écoutez, nous avons l'idée, nous disons que dans notre projet, nous allons créer une brigade. Maintenant, la fonctionnalité va être déterminée à partir évidemment, de ce que nous allons ensemble dire comment cette brigade va fonctionner. Nous, dans notre projet de société, nous disons que nous allons créer une brigade. Et puis après, la mise en place, ça va se faire par les ministères. Cheikh Ahmed. Oui, Madame la Présidente, sinon, enfin, future Présidente, étant donné que vous êtes là pour répondre à nos différentes préoccupations. Alors, votre carrière illustre la résilience au sens propre du terme au niveau féminin. Vous avez été énarque, vous avez été anthropologue, vous avez été ministre brièvement de la femme, de la famille et de l'enfant. Vous avez été aussi chargé des affaires sociales avec un pan sur le handicap, président du conseil d'administration. Dès votre élection à la tête de la présidence de la République, quel signal fort vous donnez au niveau de la protection des femmes? Quand je parle de protection des femmes, je pense notamment à l'accès au foncier aussi, qui est une problématique liée aux femmes, aux questions d'entrepreneuriat et aussi au niveau de l'inégalité salariale avec les hommes. Mais merci, vous avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente. Donc c'est fait. Je pense que c'est déjà fait.
pour le 24 octobre, pour le 25 octobre 2025, je pense que c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous ai dit que nous allons protéger les femmes à tous les niveaux. Donc, les leviers que nous allons mettre ces leviers vont prendre en compte ce que vous êtes en train de dire. La question que vous me posez. C'est tout un ensemble. De l'inégalité salariale, par exemple. Mais au niveau d'une femme qui a fait les mêmes études que les hommes, il n'y a pas de raison qu'elle ait un salaire moindre. J'ai fait le combat quand j'étais au ministère de la Famille, parce que les femmes qui sortaient de l'ENA, les ENAC, en administration générale, elles étaient évidemment positionnées dans des secrétariats. Et nous avons dit non. Il faut les nommer au même titre que les hommes. Il faut les mettre sous-préfets au même titre que les hommes. Et aujourd'hui, nous avons des femmes préfets de région et tout. Donc, nous allons continuer et ce combat, nous l'avons fait. Maintenant que nous serons présidents, évidemment, ce serait plus facile parce que nous allons décider de le faire. Et c'est un combat politique que vous portez depuis plusieurs années. Vous l'avez compris, nous passons, Madame la Présidente, du groupement des partenaires politiques pour la paix au 2e chapitre de cette émission. Nous parlons bien sûr de la politique. Alors la politique, vous le savez, eh bien, comporte un certain nombre de grandes notions comme l'exercice du pouvoir, les questions de dialogue avec les partis d'opposition, les questions relatives au respect des droits de l'homme et des libertés publiques, le regard également sur le fonctionnement de l'institution de l'État. Mais avant de vous poser cette question, Madame la Présidente, nous aimerions savoir ceci. Si vous remportez cette élection au soir du 25 octobre, au regard de votre engagement politique, quels seront les facteurs déterminants justement de votre engagement au service justement de la cohésion sociale et surtout de l'instauration d'un climat de paix entre les différents partis politiques de Côte d'Ivoire? Mais je l'ai dit dans le premier pilier de mon projet de société, une vraie paix et une réconciliation sincère. Dès les premières heures de notre gouvernance, nous allons lancer un dialogue national. Et chaque année, nous allons faire un dialogue, de telle sorte que les populations s'expriment, de telle sorte que chacun puisse dire ce qu'il a sur le cœur. Et tout ça pris en compte va nous permettre de diriger dans le sens de l'apaisement des populations. Henriette Lagou, êtes-vous sûre de remporter cette élection présidentielle? On ne va pas à des élections pour perdre. On ne va pas à un combat pour ne pas gagner. Je vais gagner ces élections présidentielles. Qu'est-ce qui fonde votre Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de changement. Je vais gagner ces élections parce qu'il faut une alternance vraie. Je vais gagner ces élections parce que j'ai des capacités intellectuelles. J'ai l'expérience nécessaire pour diriger la Côte d'Ivoire. Cheikh Ahmed. Oui, Madame la candidate, il y a certains observateurs qui estiment que votre proximité avec le RHDP n'a pas été totalement effacée et qu'elle continue, me met à la place des milliers d'Ivoiriens. Comment vous êtes capable de nous prouver votre totale indépendance avec le parti en place et également votre rupture avec les logiques partisanes classiques? Ben, vous savez, en Côte d'Ivoire, quand tu ne te mets pas à dire des injures, quand tu ne te mets pas à faire la politique agressive, on te taxe de tout. Voilà. Et j'ai dit et je redis que la politique, c'est une saine appréciation des réalités du moment. Je suis, moi, de la droite, sortie de la droite. J'étais PDCI, c'est vrai, parce que c'était le cocon familial pour tout le monde. D'ailleurs, c'était le parti unique. Et puis après, il y a eu le multipartisme. Chacun est sorti, chacun a fait sa politique. Alors, dire qu'on a accroché, mais dites que je suis, en ce moment-là, je suis en accointance avec le PDCI. Ou bien j'ai été ministre du président Gbagbo. Dites que je suis en accointance avec le PFP ou bien le PPAC. Je vous assure que je viens faire ces élections-là pour gagner. Je ne viens pas faire ces élections pour quelqu'un. Madame la Présidente, vous n'êtes ni de droite ni de gauche, vous êtes centriste. Vous épousez donc l'idéologie centrisme. En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on dirait dans notre parler de centrisme que c'est le juste équilibre, c'est-à-dire on vit dans la société dans le centrisme. On ne se rend pas compte, surtout en Afrique, parce que ça ne sert à rien d'être dans les extrêmes. Ça entraîne des conflits. C'est ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire. La droite a gouverné, la gauche a gouverné. Nous sommes tombés dans une crise terrible. Il faut se mettre au centre, où
le capital humain est au cœur de ces projets. Alors, nous avons pris le soin, nous et nos collègues journalistes, de parcourir de fond en comble vos différents projets de société. Nous avons pu donc visiter le projet entier. Il est lourd en termes de contenu. La phase, donc le projet un peu plus synthétisé, lui, nous révèle des informations un peu plus précises. Et la première chose qui nous a interpellés, c'est qu'en première de couverture, il est écrit « Henriette Lagou pour une Côte d'Ivoire en paix et prospère ». La Côte d'Ivoire est-elle en crise ? La Côte d'Ivoire est-elle en crise? Mais la Côte d'Ivoire n'est pas en crise, mais nous sommes sortis d'une crise. Nous pouvons une paix relative, il faut le reconnaître. Il faut aller auprès des populations pour savoir ces élections qui vont se passer. Les populations, pour la plupart, disent « je n'y vais pas parce que j'ai peur ». Les gens ont peur dans le ventre, attention. Alors donc, il faut apaiser ces populations. La Côte d'Ivoire a besoin d'une paix réelle, ça je vous assure. Parce que si nous tombons dans une crise, nous savons quand ça commence, nous ne savons pas quand ça finit. Parlons justement de climat de peur. En ce moment, il y a une certaine atmosphère politique qui règne dans le pays. Une partie de l'opposition dénonce l'évolution du processus électoral. Il y a donc une montée d'expression, de colère. Vous, en tant que personnage politique, comment est-ce que vous vivez la situation et quelle analyse faites-vous de l'évolution justement de ce processus électoral? Alors, donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas une paix, que c'est une paix relative. Je pense que c'est ce que vous venez de dire. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Madame la Présidente. Si. Ce n'est pas ce que Alors, j'ai dit. évidemment, nous voyons dans des villes des gens qui sont contre ces élections, mais je pense que ce n'est pas national pour le moment. Il ne faut même pas que ce soit national, parce que nous n'avons pas besoin de tomber encore dans une crise. Oui. Oui. Bon, Victorine. Oui. Avec Henriette Lagou à la présidence, devons-nous nous attendre à des réformes au niveau des institutions de la République? Parce que vous aviez parlé en 2015 du Sénat. Aujourd'hui, le Sénat, il fonctionne. Certainement que vous avez des observations à faire là-dessus. Oui, le Sénat, il fonctionne, c'est vrai. Mais moi, président de la République, je ferai en sorte que le Sénat, tous les membres sortent d'élection. Oui. On ne va pas nommer un groupe de Sénat par le président de la République et puis le reste, ils passent par une élection de parti politique. Non. On est d'accord peut-être qu'il y ait une deuxième chambre, mais il ne faut pas que ce soit pléthorique et puis il faut que ce soit vraiment des gens élus capables de tenir ces institutions. M. Kabed. Madame la présidente du GPP, en 2015, vous obtenez moins de 1% des voix. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'en 2025, avec le contexte qui prévaut et également avec votre stratégie, vous êtes capable de transformer cette expérience-là en véritable force électorale et politique? 2025 n'est pas 2015. 2015, j'y suis allée avec mon seul parti politique, jeune femme, avec pas beaucoup d'expérience en matière électorale. Et j'y suis allée. Je me suis fait connaître parce que quand la liste des électeurs, quand les résultats sont sortis, partout en Côte d'Ivoire, j'ai eu des voix, j'ai été votée. J'ai dit, très bien. En ce moment, je crois que je suis nationale et je me prépare pour rebondir. Et donc, cette fois-ci, je pars avec 12 partis politiques qui soutiennent ma candidature. Vous pensez que je ne suis pas armée, mais je gagnerai ces élections. Est-ce que ce sont des partis politiques représentatifs sur l'échiquier national? Qu'est-ce que vous appelez représentatif, madame? C'est des partis politiques de Côte d'Ivoire qui ont tous leurs documents, qui fonctionnent correctement, qui ont leur bastion. C'est ça. Les 12 partis, chacun a son bastion. Et tout ça mis ensemble, nous devenons forts, nous devenons grands. Et nous sommes grands. Alors, Madame la Présidente, l'histoire de notre pays sur le plan politique révèle une somme de crises, une somme de discordances des acteurs politiques sur des sujets en rapport avec la gestion du pays. Vous vous présentez comme une alternative, comme la candidate qui va apporter un souffle nouveau à la vie politique en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous relever ce défi? Parce qu'une chose est d'avoir de la vision, de l'engagement, et après, il faut pouvoir concrétiser cet engagement sur le terrain, surtout avec des acteurs politiques, quand on sait que le discours politique Côte d'Ivoire, parfois, n'est pas tout à fait raisonnant. Le plus
dans la vie, c'est d'avoir une volonté. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir une vision. Et aussi se tracer des objectifs à atteindre. Je vous dis que la Côte d'Ivoire a besoin de changement. La Côte d'Ivoire a besoin d'une alternance. Et l'alternance ne peut se faire dans ces conditions en Côte d'Ivoire, ne peut être portée que par Henriette Lago. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce n'est pas à nous de comprendre, c'est aux Ivoiriens d'en saisir la portée. Cheikh Ahmed, vous avez une question, allez-y. Oui, on a des institutions, comme nous sommes en politique, ça tombe bien, il y a des institutions clés comme le Conseil constitutionnel ou encore la Commission électorale indépendante qui sont très souvent critiquées pour leur manque d'impartialité ou encore leurs problèmes de gouvernance. Vous, élue présidente, est-ce que vous envisagez une réforme en profondeur de ces institutions afin de renforcer leur crédibilité auprès des populations? Le Conseil constitutionnel a sa place. La commission électorale indépendante, j'y ai passé 2 ans. J'ai été commissaire pour organiser ces élections. C'est un choix par rapport à notre loi électorale, où on décide que c'est une commission qui organise les élections, ou dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Nous, si nous faisons le choix que ce soit une commission, évidemment, on met la commission en place. Mais ce que je vais vous dire, c'est que cette commission a été mise en place après plusieurs étapes de dialogue direct que nous avons eues. Nous avons eu 5 étapes de dialogue direct. Nous avons tous signé l'installation de cette commission électorale indépendante, avec ses composantes. Alors là, tous les partis politiques, et nous avons signé. Alors, donc, si le moment, je vous dis que c'est la saine appréciation, et aussi la décision de dire que nous, dans notre pays, nous voulons une commission. Mais si nous n'en voulons plus, évidemment, nous allons remettre au ministère de l'Intérieur pour organiser. Mais ça, je vais vous dire sincèrement, si on avait le choix à faire, mais on est des pays, des pays qui peuvent être très avancés en ce moment-là, il faut confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas totalement satisfaite de l'action de la CEI en ce moment? Ah non, non, non. Je n'ai pas dit que je ne suis pas satisfaite. Moi, je travaille à la CEI. Je sais comment la CEI fonctionne. Et la CEI fonctionne de façon impartiale, il faut le dire. Nous sommes des commissaires et nous décidons ensemble. Le président n'a pas priorité sur les décisions prises. Donc, mais si moi, Henriette Lago, au pouvoir, le ministère de l'Intérieur organise des élections pures et simples. J'ai des grands projets. J'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. J'ai des projets à financer. Il faut concentrer l'énergie sur le bonheur des Ivoiriens. Alors, nous parlions à l'instant de la vie des institutions, notamment du Sénat. En 2015, vous marquez votre approbation justement pour donc, la survie de ces institutions. Certains candidats qui n'ont pas encore franchi le cap de l'élection affirment qu'une fois élus, eh bien, ils procéderaient à la signature de l'acte de décès de certaines institutions. Vous, Présidente, vous maintiendrez en vie toutes les institutions qui existent à ce jour. Est-ce qu'on devrait s'attendre à une transformation de votre part, à des décisions dans le sens de supprimer justement ces institutions, parce que jugées budgétivores, par exemple? Ben, écoute, si nous estimons qu'une institution est budgétivore, ben, nous laissons l'institution. C'est tout. Que les Ivoiriennes comprennent, que les Ivoiriens et Ivoiriennes comprennent que Henriette Lago veut le pouvoir pour le bonheur du peuple. En ce moment, tout ce qui gêne à l'avancée de ce que nous devons entamer, évidemment, automatiquement, nous prenons la décision de supprimer. Cheikh Ahmed. Oui, dans votre manifeste, vous faites cas de la création d'un conseil villageois, un conseil de discussion sociale. Comment est-ce que vous pensez que ces structures-là peuvent-elles contribuer au renforcement de la démocratie et également à favoriser un dialogue durable entre l'État et surtout les communautés? J'ai dit que dans mon projet, je vais engager un dialogue national chaque année. Mais les acteurs de ce dialogue, ce sont ces comités de village. Les acteurs de ce dialogue, ça partira de la base pour que les gens s'expriment et que ça remonte et que la nation sache qu'il y a des problèmes à régler.
Et à ce moment-là, ça va mettre toute la population en confiance. Il n'y aura plus de suspicion. Tout le monde va être au même niveau d'information par rapport à des décisions que le gouvernement et l'État va prendre. C'est le manque d'information, le manque de communication qui fait qu'il y a beaucoup de tensions avec les populations. Victorine. Oui, Madame la candidate, quel est votre regard sur notre démocratie actuelle? Pensez-vous qu'elle contribue à l'éclosion d'une véritable société civile qui pourrait jouer le rôle de contre-pouvoir en Côte d'Ivoire? Nous avons l'existence de sociétés civiles. D'ailleurs, pour ces élections, au niveau de la CEI, il y a des groupes de sociétés civiles qui sont accrédités. Il y en a de très sérieux. Il y en a de très sérieux, j'avoue. Mais après, quand il y a pléthore, c'est un problème. Alors, dans cette voir effectivement quels sont des groupements de sociétés civiles qui sont crédibles et ceux qui ne sont pas crédibles. Et je pense que l'existence de la société civile peut aider à une avancée de la démocratie. Madame la Présidente, nous sommes toujours dans le chapitre politique. Vous le savez, les questions politiques intéressent beaucoup les Ivoiriens. Généralement, quand on est dans l'opposition, il y a un langage que l'on tient. Quand on accède au pouvoir, il y a un autre langage. Vous, Présidente de la République, quels seront vos rapports avec les partis de l'opposition? Dans mon projet de société, j'ai dit qu'on laisserait les partis politiques s'exprimer. Parce que ça participe de la bonne démocratie. Si les partis politiques ne s'expriment pas, ne disent pas ce qui ne va pas, comment on peut corriger quand on fonctionne? Il faut toujours avoir des gens pour critiquer. Mais ce que je déplore, c'est la façon de critiquer, parce que ça ne sert à rien de dire des choses qui vont enflammer les populations et qui vont entraîner des conflits. Donc, quand nous, on a décidé de faire une opposition pas violente, si je peux appeler la chose comme ça. Et ça, c'est d'ailleurs le centrisme. Nous sommes pour la sagesse dans la façon de faire. Et nous sommes dans la modération. Et donc, évidemment, tu peux ne pas être d'accord, tu peux dénoncer, mais la façon de dénoncer peut entraîner le pays dans une guerre. Et donc, nous marchons et nous allons donner, donc, en tant que président, la possibilité aux partis politiques de l'opposition de critiquer. Nous sommes allés dans plusieurs pays, les partis de l'opposition critiquent. Et ça permet aux dirigeants, évidemment, d'orienter certaines décisions qui ne sont pas bien pour nos populations. Cheikh Ahmed. Oui, parlons de politique toujours. Il y a le financement des partis politiques qui demeure souvent opaque et dont parfois critiqué ou objet de favoritisme ou encore de grande influence de la part des formations politiques classiques. Vous, est-ce que vous serez favorable, par exemple, à la mise en place d'un cadre de financement public encadré par la loi, bien sûr, assorti d'un mécanisme de contrôle transparent, tout cela pour créer une sorte d'égalité de chance entre les différents partis politiques? Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau? Oui. Le financement des partis politiques aujourd'hui est basé sur le fait qu'on ait de la représentation à l'Assemblée nationale, qu'on ait des députés. Mais après, il faut voir qu'il faut aller un peu plus loin parce qu'il y a des partis politiques qui sont très, très, très présents sur le terrain et qui jouent auprès des populations, les catalyseurs, évidemment, pour éviter qu'on tombe dans des crises. Donc, il faut, au niveau de la loi, aller au-delà de la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. Certains observateurs, Madame la candidate, disent ne pas percevoir véritablement la séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Avez-vous un véritable projet pour soulager, pour rassurer les populations qui pensent cela? Une véritable séparation. Une véritable séparation de pouvoir. Mais qu'est-ce que vous appelez une véritable séparation de pouvoir? Nous avons les différents types de pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Vous comprenez? Donc, souvent, on a l'impression que certaines libertés ne sont pas préservées quand il y a peut-être le pouvoir exécutif qui va s'impliquer quand on va parler il s'agit du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire. Vous n'avez jamais eu à constater cela en Côte d'Ivoire? Écoutez,
pas une vraie séparation de pouvoir, attention. Et si les hommes qu'il faut sont mis aux places qu'il faut, on ne pensera pas comme ça. Parce que le pouvoir judiciaire a son rôle dans une société, surtout dans notre société. Et le pouvoir législatif a son rôle. Et donc, si les gens sont au bon endroit et qu'ils font leur travail, je pense que les gens ne penseraient pas comme ça. Madame la Présidente, question de probité. Quelqu'un disait que la politique, c'est l'art de faire des choix. Quelles seraient vos priorités si les évidences de l'idéologie centriste que vous portez venaient à s'inscrire en contradiction avec l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire? Mais ça ne peut pas s'inscrire... ça ne peut s'inscrire que dans la volonté de ce que les Ivoiriens veulent. Parce que le centrisme permet d'avoir un juste équilibre. Et puis, je vais vous dire, tous les partis qui passent, c'est des partis de gauche, de droite, mais en fin de compte, en gouvernant, surtout dans nos pays, sont obligés de se recentrer et de venir au centre. Parce que ça ne sert à rien d'être très extrémiste. Ce n'est pas bon pour les populations, ce n'est pas bon pour le peuple. Donc, le centrisme va permettre aux populations de retrouver une paix durable. Le centrisme va permettre aux populations, au pays d'avoir un développement meilleur. Cheikh Ahmed. Comment justement, par rapport au centrisme dont vous parlez, comment est-ce que ce centrisme qui est calqué sur l'amour du prochain, comme vous nous l'expliquez dans votre manifeste, comment il arrive à se faire une place dans un paysage politique ivoirien très polarisé, très souvent dominé par les partis classiques, ces partis de formation traditionnelle que nous connaissons? Comment vous arrivez à vous faire une place? Ah oui, mais ce que je vais vous dire, c'est que les populations vivent déjà le centrisme. Les politiques peuvent faire ce qu'ils veulent, mais la population est déjà dans la droite ligne du centrisme. L'amour du prochain. L'amour du prochain, la sagesse, la modération dans le comportement. Vous allez voir, au niveau des populations, les gens vivent paisiblement ensemble, sauf quand les politiques vont les déranger. D'accord. Très rapidement, Victoria, oui, très rapidement. Vous parliez tout à l'heure que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Pourtant, dans votre projet de société, vous parlez de reconstruire la nation ivoirienne. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? De quelle reconstruction il s'agit? Non, il n'y a pas de contradiction. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une paix relative. Et quand il y a une paix relative, il faut reconstruire la confiance. C'est très important. Et nous voulons reconstruire la confiance pour que les Ivoiriens vivent ensemble comme c'était avant. Après cette crise, avec les positionnements politiques, avec les plaies qu'il y a encore, qui ne sont pas encore cicatrisées complètement, évidemment, c'est à reconstruire cette confiance anti-ivoirienne. Madame la Présidente, nous passons à présent au chapitre politique de cette émission. La Côte d'Ivoire des valeurs, c'est une vision qui vous est chère, un des 4 piliers sur lesquels reposera votre gouvernance si vous êtes élue présidente de la République de Côte d'Ivoire. Vous le savez, eh bien, en matière de société, plusieurs sujets, surtout ceux qui touchent au quotidien des Ivoiriens, donc, sont abordés. L'honnêteté politique et intellectuelle recommande que l'on reconnaisse que des actions ont quand même été menées dans plusieurs domaines par les autorités actuelles pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Mais vous, président de la République, quelle transformation profonde de ce quotidien annoncez-vous de façon générale, en quelques mots, avant justement d'entrer dans le vif du sujet? Merci beaucoup. Nous, au niveau de notre projet de société, nous prenons le social hardi. Le social hardi, en réalité, c'est le capital humain. Le capital humain qui parlera évidemment de la formation, de l'éducation, de la santé et de la protection sociale. C'est ça le social hardi, c'est le cœur du projet de société, du centrisme, c'est le social hardi, c'est le capital humain. Et cette vision repose sur la Côte d'Ivoire des valeurs. Victorine, oui, précision? Nous savons bien que le social, il coûte cher. Comment vous comptez financer si vous voulez venir en aide à toutes les personnes vulnérables en Côte d'Ivoire? Comment il faut financer? Je vous ai dit que nous allons réduire les trains de vie Et quand on dit, il ne faut pas qu'il y ait une institution où il y a un nombre pléthorique, ça réduit déjà les trains de vie. Et donc ça va nous permettre évidemment d'orienter ces richesses ailleurs.
Oui, Madame bien la sûr. Présidente, cela ne se fera pas sans grincement de dents. Est-ce que vous êtes prête à gérer des crises qui pourraient justement découler de ces décisions? Cela. Si vous décidez par exemple de réduire le temps de vie en supprimant certaines institutions, ne craignez-vous pas de vous retrouver face à certaines revendications sociales? Ben, pourquoi? Si je vous ai dit que nous allons dialoguer, c'est ce que nous proposons au peuple ivoirien, de réduire des trains de vie pour pouvoir amorcer évidemment des actions qui vont aider les populations à sortir de la pauvreté. Alors ça ne peut pas choquer les Ivoiriens. Cheikh Ahmed? Oui, la question du logement, comme nous parlons de social des plus hardis, avec un visage beaucoup plus humain, la question du logement demeure un défi important à Abidjan, où la croissance démographique rapide ou encore l'urbanisation accélérée accentue gravement la crise à ce niveau-là. Alors, les déguerpissements, sinon les déménagements urbains en 2024 n'ont rien arrangé à cette situation. Vous, une fois présidente, qu'est-ce que vous proposez justement? Quel mécanisme vous envisagez pour permettre aux familles les plus modestes de bénéficier de logements décents et d'un cadre de vie sain ici en Côte d'Ivoire? Okay. Évidemment, le déficit en logement, quand on nous parle ces dernières années, ça va chercher dans les 800 000 par an, ce déficit. Alors, il faut combler. Et comment combler? Nous, dans notre projet, nous avons à cœur de faire construire des habitations à loyer modéré. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est les HLM, on a déjà vu ça ici. Vous avez vu les Sikoji, les Sogefia en son temps qui existaient. Ça, c'est des loyers modérés, accessibles aux populations vulnérables, accessibles à tous les Ivoiriens, à tous les niveaux. Et donc ça, nous allons remettre ça. Parce que ça ne sert à rien de laisser tomber ce qui est bien. Et puis ensuite, nous avons vu, évidemment, vous l'avez dit, des déguerpissements. On ne peut pas déguerpir des populations, des pères de famille, des mères de famille. Vous savez, j'ai reçu un groupe de déguerpis de Yopougon dans mon quartier général. C'est vraiment, ça fait pitié. Des gens qui ont 70 ans, 79 ans, 80 ans, qui n'ont plus rien. Et pourtant, nous avions la possibilité de prévoir, de reloger ces personnes avant d'entamer de déguerpir ces populations. Alors nous, au pouvoir, nous n'allons pas déguerpir sans avoir prévu de recaser ces populations. Ça s'est déjà passé. Les populations de Gobélé ont été déguerpies, ils ont été relogées à Biabou. C'est possible. Et donc, il ne faut pas... Et ça, sur ce point, je pense que nous avons de grandes idées pour les populations. Vous êtes en train de nous dire que vous avez été sensible au cri de cœur de ces populations, qu'une fois élus, vous mettrez donc en place tout ce que vous annoncez. On espère bien que ce ne sont pas des promesses de campagne, Madame la Présidente. Ben non, vous savez, nous les femmes, quand on dit, on le fait. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais enfin, on remarque qu'il y a beaucoup de promesses, même dans la vie courante, ils ne tiennent pas leurs promesses. Voilà. Les femmes tiennent leurs promesses. Victoria. Et je tiendrai mes promesses. OK. Donc, Madame la candidate, nous vous faisons confiance certainement de tenir vos promesses que vous faites sur ce plateau. Parlant des logements, nous avons des sociétés d'État comme la Sogefia qui n'existe plus, pratiquement, la Sikoji. Bon, et quand vous comptez mettre des logements à disposition, comment vous comptez vous y prendre? Parce que c'est un secteur qui est pratiquement aux mains du privé aujourd'hui. Oui, mais nous disons que nous allons construire des habitations à loyer modéré. Ça, c'est au niveau de l'État, au niveau public. Mais nous allons évidemment faire des logements à loyer contrôlé. Ça, c'est le privé. Parce qu'il faut contrôler les loyers au niveau du privé. Parce qu'ils y mettent des loyers qui ne sont pas contrôlés et les populations ne peuvent pas payer. Du coup, les gens connaissent des difficultés de logement. Tout à l'heure, vous parliez de réduire le train de vie et on doit réduire et que maintenant, il nous pose un problème de logement. Comment on peut s'y prendre? Comment les Ivoiriens s'y retrouvent? Non, quand j'ai parlé de réduire le train de vie, c'est des gens qui sont nantis. Moi, là, en ce moment, je parle des populations vulnérables. Voilà, madame. Alors, pour ce qui concerne justement les mesures que vous entendez prendre pour aider les populations ivoiriennes à avoir un cadre de vie plus sain, ici nous parlions du pouvoir d'achat.
Nous allons revenir à la question du logement. Cheikh a certainement une question en rapport. Oui. Cheikh, allez-y. Oui, plutôt sur l'éducation et la formation. Allez-y. Qui constituent des leviers essentiels au développement humain ici en Côte d'Ivoire. Une fois vous êtes élu, quel mécanisme ou sinon quelle action concrète vous envisagez pour permettre justement à nos jeunes générations de faire face aux défis de l'emploi et de l'innovation qui émergent encore plus dans notre pays? Merci. Au niveau de l'éducation, dans notre projet de société, nous allons commencer par l'éducation de base, c'est-à-dire le primaire. Dans notre projet, nous envisageons de rapprocher les infrastructures des populations, de telle sorte que nous ayons dans un village une école. Nous avons appelé un village une école. Les villages qui ont plus de 500 habitants, il faut y mettre une école primaire. Parce que les enfants de 8 ans, 7 ans font des kilomètres pour trouver une école primaire. Et ça, c'est des citoyens que nous formons à quoi? Et aussi, au niveau de l'emploi, il faut envisager l'adéquation formation-emploi. Parce qu'il ne faut pas former les gens pour les former. Il ne faut pas former les jeunes pour les former. Il faut savoir, en face, quand on forme les jeunes, quel est l'emploi tout de suite. Quand nous, on était plus jeunes, on était formés. Quand tu es formé, automatiquement, tu sais où tu dois te caser. Nos enfants sont laissés pour compte. Nos jeunesses est laissée pour compte. Ça, c'est grave. Et donc, notre projet de société va faire en sorte que la formation soit en adéquation avec l'emploi et aussi développer l'auto-emploi au niveau de notre jeunesse. D'accord. Oui. Vous parlez d'auto-emploi, je pense à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous voyons des start-up, les jeunes, ils sont au travail. Ce n'est pas forcément par manque de volonté ou par manque de formation. Est-ce qu'il y a des initiatives précises que vous comptez prendre pour soulager, pour pouvoir caser, comme vous le dites, toute cette jeunesse qui attend le travail? Écoutez, quand nous avons fait l'adéquation formation-emploi, ça veut dire que nous avons des entreprises qui ont des besoins réels. Automatiquement, l'enfant qui est formé est casé. Évidemment, au niveau universitaire, c'est tout autre chose. Mais au niveau de l'emploi intermédiaire, c'est les plus nombreux d'ailleurs. Donc, il faut évidemment trouver une adéquation pour que les enfants aient des emplois tout de suite. D'accord. Vous parlez de formation. Il y a aussi la recherche. Et nous savons que la recherche est un secteur transversal. Aujourd'hui, elle a du mal à être financée. Quelles sont les actions que la candidate du GPPR veut bien nous proposer? Écoutez, ça c'est au niveau de la formation, parce qu'on forme des chercheurs, et on n'en forme pas beaucoup d'ailleurs. Et puis, nous ne nous en occupons pas, si on peut appeler des choses comme ça, parce que c'est un secteur très difficile. Ils ne sont pas nombreux, mais en même temps, ils ne sont pas pris en charge de façon adéquate parce que c'est des professeurs d'université, c'est des chercheurs. Mais en même temps, il faut améliorer le statut des chercheurs. C'est très important. Notre projet de société. Madame la Présidente, excusez-moi, c'est une analyse que vous faites au constat ou est-ce que vous avez mené une étude, une approche toute particulière dans ce domaine pour avoir des éléments qui vous permettent d'affirmer ce que vous dites? Oui, mais écoutez, nous sommes des Ivoiriens, nous avons des parents chercheurs, nous avons des amis chercheurs, nous échangeons, donc on n'a pas besoin d'aller faire une étude ou bien de prendre un cabinet, en guillemets, pour aller faire une étude spéciale pour le savoir. Je le sais parce que je suis en contact avec eux. Cheikh? Oui, dans votre manifeste, vous parlez de la Côte d'Ivoire des valeurs et vous insistez surtout sur l'entraide, la solidarité, l'union et surtout le respect des aînés. Comment vous comptez concrètement traduire ces idéaux à travers les politiques publiques, notamment en direction des jeunes qui, tant on sait aujourd'hui, sont mis à rude épreuve niveau éducation avec la montée en puissance des réseaux sociaux et des plateformes des technologies de l'information qui sont aujourd'hui omniprésentes dans nos foyers? Quelle alternative en termes d'éducation vous proposez à ce niveau-là? Oui, évidemment, il faut des incubateurs. Voilà. C'est important. Et ces jeunes laissés pour compte, ça peut être la dérive. Donc, il faut les suivre. Il faut des incubateurs pour pouvoir les suivre
et les ramener parce que c'est mondial, hein, c'est mondial. Donc, il faut les suivre, les ramener et ça peut être des choses porteurs pour la jeunesse. Le problème, c'est quoi en ce moment? La faute à l'État qui n'exerce pas un suivi régulier, la faute aux lois sur le numérique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ou c'est la démission des parents, qu'est-ce qui fait que selon vous aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à être totalement inscrits dans ce que vous appelez le respect des aînés ou encore la Côte d'Ivoire des valeurs? C'est tout ensemble, hein, c'est tout ensemble. Il y a évidemment la démission des parents, ça vous le savez bien, on est dans un système où les parents ont maintenant du mal à prendre les enfants de bout en bout pour ils aient des valeurs. Parce qu'à notre temps, c'était plus facile. On vivait avec les parents au village. Donc, il y avait un suivi. Mais aujourd'hui, le papa, la maman, tôt le matin, ils sont partis, ils ne reviennent que vers 1h, 2h du matin. Alors, c'est difficile de suivre les enfants. Aussi, nous avons la responsabilité, évidemment, de l'État. Nous avons en son temps le service civique, qu'il faut remettre d'ailleurs. Parce que ça permet évidemment de prendre les enfants à un certain niveau et de leur inculquer des valeurs que nous avons. Qu'ailleurs, les gens n'ont plus d'ailleurs. Ils n'ont plus ces valeurs. Donc voilà, c'est un ensemble. Ce n'est pas imputé à un seul... Alors, nous parlions à l'instant de la question du logement, mais difficile de parler de logement sans faire allusion au foncier. Quelles sont vos stratégies pour sécuriser le foncier en Côte d'Ivoire, quand on sait tous les problèmes qu'il y a autour de cette thématique? Oui, c'est important, la question du foncier, c'est important. Nous avons vu des gens qui ont des terrains qui ont deux ACD, c'est-à-dire deux ACD sur un même terrain. Il y a un problème. Moi, je suis allée au Rwanda, au Burundi, on se rend compte que tout est... Le système qui est mis en place fait en sorte que quand on met l'identité de la personne, tout de suite, si tu vas dans le foncier, ça te permet de savoir tous les terrains qui font l'objet d'ACD au nom de cette personne. Mais ça, c'est des technologies qu'on doit prendre chez nous. On n'a pas besoin d'inventer. Ce qui est fait ailleurs, qui est bien, il faut aller chercher. Donc voilà autant de choses qu'il faut faire. Cheikh. Oui, juste avant Victorine, vous parlez justement du Rwanda, du Burundi, des pays que vous avez visités. À ce titre-là, dans votre projet de société, vous comptez faire de la diaspora ivoirienne un véritable moteur de développement. On parle d'à peu près 1,2 million d'Ivoiriens qui vivent à l'étranger. Vous proposez à ce titre encore la création de l'ONAD, l'Office national de la diaspora. Alors, de façon concrète, comment cela va se passer, justement, pour aider cette frange de la population ivoirienne qui se trouve à l'étranger à relier et justement à être contributeur dans notre développement local? Et merci, vous avez dit que j'ai été, tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai été ici, j'ai été au Rwanda. Mais oui, parce que moi, je voyage et je découvre des choses. Parce que quand je vais en Europe et que je vois des Ivoiriens qui y sont depuis longtemps, qui ne peuvent pas revenir, nous échangeons avec ces frères. Et dans notre projet de société, nous avons la diaspora complètement intégrée pour revenir avec l'expertise, pour revenir aider au développement de leur pays. Mais il faut créer les conditions. Voilà. Il y en a qui ont envie de revenir, mais les conditions ne sont pas créées. Et justement, qu'est-ce que vous ferez nous avons l'ONAD qui va recevoir dans la diaspora ceux qui veulent revenir, leurs qualifications. Nous créerons cette structure-là rien que pour analyser et faire revenir la diaspora qui a envie de venir et pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Ce sera une sorte de compendium des compétences, c'est bien cela? Oh, pas compendium de compétences, non. Le compendium de compétences, moi j'étais ministre de la Famille quand on a créé pour les femmes. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est une structure qui va encadrer la diaspora qui rentre en Côte d'Ivoire. Victorine? Oui. Je reviens au foncier. Le droit de la femme à la terre, pour vous qui défendez les droits de la femme, si vous êtes à la présidence de la Côte d'Ivoire, il y a besoin. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour donner satisfaction à toutes ces femmes? Parce que le droit à la terre, ce n'est pas toujours garanti pour la femme en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. L'inégalité homme et femme, ce que nous appelons, qui inclut dans le genre d'ailleurs, nous savons que les femmes n'ont pas droit
au foncier, même à l'héritage. Les femmes n'ont pas droit dans certaines de nos sociétés. Mais c'est de tout ça que nous parlons en termes d'inégalité hommes et femmes. Mais moi, président de la République, j'avoue qu'il y a des inégalités au niveau de la société qui vont disparaître. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une femme n'ait pas droit au foncier, il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas construire une maison. Il y a des sociétés ici, en Côte d'Ivoire, où la femme ne doit pas construire une maison. Alors, comment vous comprenez ça? Et donc, moi, au pouvoir, nous allons réduire les inégalités. Sinon, éradiquer les inégalités. Justement, comment est-ce que vous réduisez cette inégalité? Écoutez, d'abord, j'ai dit, il faut, sur le centrisme propose qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation. Il ne faut pas surtout aller imposer des choses qui vivent leur tradition depuis longtemps. Mais il faut faire de la sensibilisation, faire comprendre que la femme a le même droit que les hommes. Et depuis que nous avons commencé la sensibilisation, quand j'étais ministre, de plus en plus, les sociétés acceptent le positionnement des femmes dans un certain nombre de choses. Cheikh? Oui, étant donné que la paix, c'est un sésame précieux dans votre politique à vous et que vous êtes aussi dans une logique de conciliation, est-ce que vous comptez, permettez-nous aussi d'ouvrir un tiroir sur la question sécuritaire aussi, puisque nous sommes dans le volet société, les problématiques à nos frontières sont légion. Nous sommes dans un contexte où la sous-région connaît parfois des instabilités. Est-ce qu'une fois présidente, vous êtes prête à renforcer la coopération militaire avec nos pays voisins, de sorte à prévenir les menaces et aussi assurer une vraie sécurité pour nos populations ivoiriennes? Oui, mais vous savez que moi, en présidente, mes premières actions d'ailleurs, une de mes premières actions, c'est de reprendre main totalement avec les voisins. Voilà. En matière sécuritaire, si nous sommes en difficulté avec les voisins, c'est dangereux pour notre pays. Vous pouvez nommer les pays quand vous dites voisins? Je ne dirai pas de nom, mais de toutes les manières, ce que je veux vous dire, c'est que moi, de toutes les manières, je vais faire en sorte que tous les voisins de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire soient en de très bons termes. Les voisins proches ou les voisins éloignés, Madame la Présidente? Que ce soit les voisins proches ou les voisins éloignés, il faut toujours être en harmonie avec tous ceux qui t'entourent. Et avec ces voisins, comment vous gérez la question du terrorisme et aussi des réfugiés qui affluent massivement dans le nord et dans certaines parties de notre pays? Et au-delà de ça, comment vous maintenez la cohésion à ces zones sensibles? Ah oui, c'est pour cette raison, je vous dis, qu'il faut maintenir les bonnes relations de voisinage. Surtout que depuis l'aube des temps, nous avons été en bonne cohésion. Et donc, ça va régler les problèmes de terrorisme à nos frontières parce que nous allons lutter ensemble. Mais si nous sommes en difficulté, nous n'allons pas ensemble lutter contre ce genre de phénomène. Madame la candidate, le terrorisme est un fléau mondial. Ce n'est pas seulement à nos frontières. Donc, c'est une guerre qui est même qualifiée d'asymétrique. Qu'est-ce que vous pouvez bien poser comme action pour pouvoir régler le terrorisme à nos frontières? Vous parlez de terrorisme à nos frontières, vous parlez de terrorisme mondial. D'abord, commençons par régler ce qui est à nos frontières. Vous venez de le dire. Il est mondial, c'est vrai. Au niveau mondial, il y a des actions. Nous prenons part à ces actions. Mais déjà, au niveau de nos frontières, nous-mêmes, avec nos voisins, nous devons nous entendre pour déjà protéger nos frontières. Ce qui veut dire que vous allez certainement mettre un point d'honneur à insister sur une approche politique en vue du rapprochement justement de la Côte d'Ivoire avec ses voisins. Et parlons justement de lutte contre le terrorisme. Eh bien, il faudra pour vous certainement maximiser sur le renforcement des moyens militaires, alors qu'on sait que la Côte d'Ivoire a justement accru l'action de l'armée sur le terrain afin de protéger ses frontières. Vous, Présidente, quelle place, quel rôle pour l'armée dans votre politique de gestion? Mais quel rôle de l'armée, surtout en matière de terrorisme, c'est de faire corps avec l'armée des pays, de nos voisins pour pouvoir protéger nos frontières. Une étroite collaboration. Absolument. Cheikh? Oui, Victorine avant que Victorine intervienne, moi je veux qu'on angle en fait les discussions sur la question aussi de la santé
qui est une vraie préoccupation et qui fait partie de vos politiques publiques. Alors, la Côte d'Ivoire a lancé la couverture maladie universelle. Je pense qu'à ce jour, nous sommes à peu près 20 millions d'enrôlés. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme obstacle justement au déploiement de cette couverture maladie universelle? Et qu'est-ce que vous proposez comme solution justement pour que tous ces foyers modestes et ces populations vulnérables, dont le portefeuille est encore très léger, puissent avoir accès à des soins de qualité? Merci beaucoup. Ça, c'est le social hardy. Ça rentre encore dans le capital humain. Et ça, c'est le cœur de mon projet centriste de développement. Parce que les centres de santé ne sont pas dans tous les villages. Alors, on lance une assurance maladie universelle. On lance une assurance de protection pour les populations. D'ailleurs, nous avons appelé dans notre projet de société une assurance santé pour tous. C'est comme ça que nous l'avons appelé. Parce que nous allons faire de la prévention. Et puis nous allons évidemment protéger nos concitoyens. Mais quand vous avez une carte d'assurance maladie qu'on vous a donnée, parce qu'on vous a recensé, et vous êtes dans une zone où le centre de santé il est à 50 km, quand vous êtes malade, vous mourrez avant d'atteindre le centre de santé. Victorine. Alors, ce que nous disons, c'est que dans chaque village, il doit y avoir un centre de santé. Parce que nous sommes en train d'aller dans notre système vers la communalisation totale. C'est-à-dire, les villages de plus de 500 000 habitants doivent être des communes. En ce moment-là, nous devons y mettre un centre de santé. Ça va permettre que la couverture maladie, la carte que vous avez, puisse vous permettre d'aller tout de suite dans un centre de santé qui est très proche pour vous soigner. Ensuite, nous allons protéger les paysans par la mutualité sociale agricole. Parce que prétendre couvrir toute la population avec ce système que nous avons, c'est une vue de l'esprit. Moi, j'ai été en stage dans des mutualités sociales agricoles. Je suis cadre supérieur de protection sociale. J'ai dit qu'il faut protéger les paysans autrement que le monde urbain. Et ça, c'est des choses qui sont possibles. Alors, Madame la Présidente, dans le coffret éducation, où il y a ces revendications qui sont montées à plusieurs reprises, ces enseignants, les enseignants de Côte d'Ivoire qui réclament la prime, vous, élue présidente, est-ce que ce problème sera résolu d'un trait? Quand on est président et qu'il y a des revendications, quand les revendications sont fondées, il faut répondre de façon positive pour empêcher qu'il y ait des soulèvements. Surtout, nous sommes dans une période d'élection, dans une période papier. Il ne faut pas laisser traîner des revendications. Il faut y répondre tout de suite. Ce qui veut dire qu'avec vous, les enseignants, ils auront leur prime. C'est cela? Ben, écoutez, s'ils ont droit à Répondez la par prime, l'affirmative. s'ils ont droit à la prime, je donnerai la prime, sans hésiter. Alors, une prime pour les enseignants et pourquoi pas pour les autres corps de métier, Ben, par exemple. les autres corps de métier, ils ont fait des revendications, je ne pense pas. Et s'ils Mais s'ils font des revendications, on va agir de la même manière. Mais Très bien, voilà qui est clair. Victorine Oyowe. Pour revenir à la santé, vous, président de la République, est-ce que vous êtes prête à vous soigner dans nos hôpitaux pour rassurer les Ivoiriens? Mais moi, je me soigne dans nos hôpitaux. Donc, quel Vous n'êtes pas hôpital? encore président de la République. Je ne suis pas président de la République, je me soigne dans nos hôpitaux. Quand tu es président, il faut ramener ce qui est bon, les plateaux techniques, il faut les améliorer, puis se soigner ici. Pourquoi aller se soigner ailleurs? Quel est l'hôpital que vous fréquentez, Madame la Présidente? Ben, moi, je fréquente l'hôpital général de Daoukro, je fréquente la PISAM, je fréquente les cliniques où j'ai des médecins, parce qu'on a quand même le médecin qui te soigne, qui te suit, parce qu'il ne faut pas aller, il faut avoir un médecin qui te suit. Alors moi, je vais dans sa clinique. Voilà, selon ce que j'ai comme maladie. Et les habitants de Daoukro pourront témoigner aisément qu'ils vous voient fréquenter ces hôpitaux? Ah oui, bien sûr, parce que je connais les médecins de Daoukro. Chèque? Oui, non, c'est de demander à la candidate, est-ce qu'elle serait prête également à inciter ses ministres ou encore les autres entités de la République à vous emboîter le pas, avec des obligations légales par exemple? Mais ça dépend de comment le président se comporte. En ce moment, les ministres suivent, c'est ça. Les ministres vont suivre parce que le président se comporte ainsi. Et si je me soigne en Côte d'Ivoire comme je le fais aujourd'hui, mais les autres ministres vont suivre.
Voilà. Alors, on parlera très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, Allez-y. je voudrais parler de culture, parce que nous avons suivi pendant une semaine Madame la candidate à l'intérieur du pays, et nous avons constaté, nous avons pu voir son attachement à la culture, et particulièrement aux artistes. Et vous nous avez même fait la confidence que vous avez été la première candidate à honorer la redevance du Burida. Expliquez-nous un peu de quoi il s'est agi. Je vais vous dire, moi, je suis très, très ancrée dans la tradition. Je suis très africaine et j'aime la culture, j'aime ma culture. Et donc, je communique avec les artistes ivoiriens parce qu'ils nous produisent des choses qui nous permettent d'être dans nos cultures. Et évidemment, comme en 2015 d'ailleurs, je pense qu'en 2015 d'ailleurs, j'ai été la seule à aller payer les redevances de Burida. Et donc, quand on a reçu le courrier du Burida, je me suis rendue moi-même dans la structure pour payer ma redevance. Ça, c'est aussi la discipline. C'est aussi l'exemple qu'il faut donner pour que les autres suivent. Parce que quand tu veux être président ou quand tu es président, il faut faire des choses de telle sorte que le citoyen se dise qu'il faut que je me comporte comme le président. Alors, puisqu'on parle de culture, permettez que je vous prenne très rapidement au mot. Vous, Présidente, en quelques mots, votre réponse. Quel avenir pour les artistes de Côte d'Ivoire? Très rapidement. Mais je me rends compte à l'analyse aujourd'hui, quand on échange avec les artistes. Parce que moi, quand je dis, j'échange avec les gens et puis je porte mes propos, ils ont beaucoup de difficultés. Et donc, il faut évidemment améliorer les conditions de vie des artistes. Et moi, je vais le faire. Parce que ce que je dis, je le fais. Alors, Madame la Présidente, on ne peut pas ne pas aborder le chapitre qui va suivre, mais avant, permettez que je revienne sur une question qui semble assez importante, c'est la question en rapport avec la sécurité. L'indice général de sécurité est passé de 1,4 en janvier 2025 à 1,2 en mars 2025, soit une baisse d'environ 14%, des résultats plutôt encourageants. Mais quand on sait que le risque zéro n'existe pas, si vous êtes président de la République, quelles assurances donnez-vous aux Ivoiriens de tout faire pour leur garantir un climat de paix et de sécurité sur leur pays? Quand on commence déjà à dire aux populations qu'il faut qu'on vive dans la paix, quand on commence déjà par dialoguer avec les populations et que les populations vivent ensemble de façon harmonieuse, je pense que cet état d'esprit déjà permet à la population d'être en veille et de signaler tout ce qu'il y a comme insécurité tout autour pour que nous puissions tout de suite les aborder. Alors donc, une fois président, je veux dire aux Ivoiriens que quelquefois, la maman, elle donne des fessées, oui, ceux qui vont se permettre de faire des agressions, de faire de telle sorte que les populations soient en insécurité, nous allons sûrement les corriger. Traduction, à des moments. Oui. Vous manierez le bâton et la carotte, c'est ce que ça veut dire? Absolument, c'est ça, comme une bonne maman. Très bien. Alors, Victorine, Oui. Cheikh, on va très rapidement clore ce chapitre pour passer justement à l'économie. À place donc, Madame la Présidente, au chapitre économie de cet entretien, nous apprécierons ensemble les battements de cœur de l'économie ivoirienne tels que vous les percevez, avec des sujets touchant également à la bonne gouvernance. On commence bien sûr avec le binôme café-cacao. On ne saurait parler d'économie sans faire allusion à ce binôme café-cacao. Le prix marchand de kilogramme de café, vous le savez, est passé à 1700 francs CFA. Donc celui du cacao à 2800 francs CFA pour cette campagne 2025-2026. Quelle est votre appréciation de ces prix, Henriette Lagou? Merci. Ce n'est pas une question de prix, hein, moi. Moi, je suis enfant de planteur. On peut mettre le prix du cacao à 2 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que le paysan borçant touche vraiment ce montant. C'est ça qu'est l'analyse à faire. Parce que quand il n'y a pas de contrôle, et d'ailleurs, dans mon projet de société, je dis qu'il faut qu'on revienne à stabiliser les prix. Il faut revenir à la stabilisation des prix du cacao, de telle sorte à être sûr que le prix qui est indiqué, le paysan va effectivement toucher ce prix. Parce que quand ce n'est pas stabilisé et que chacun y va comme il veut, mais les acheteurs, ils vont borçant. Et surtout en période de rentrée scolaire, les paysans n'ont plus d'argent.
Et on leur propose, c'est 2000 francs, mais ils vont prendre ça à 1000 francs parce que le paysan, il est prêt à donner. Et puis, quelquefois, je vais vous dire, j'ai vécu ça. Je suis allée dans des plantations de cacao de mes parents et tout. On leur donne des bons. Bon, ben, ils donnent son cacao. Et puis, avant de donner le cacao, on donne des bons et puis on donne de l'argent pour la rentrée scolaire. Et quand tu produis, donc, on t'a donné 500 francs, ça coûte 2000 francs. Tu as donné 500 francs et évidemment, tu prends les 500 francs parce que tu es dans les besoins. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le peu qu'on dit, le montant qu'on donne doit aller directement aux paysans pour que le paysan se porte bien. Sinon, nos paysans ont beaucoup de difficultés. C'est une information que vous partagez avec nous à l'instant, issue bien sûr d'une analyse. Cheikh. Oui, vous accusez des entités comme le Conseil du café cacao d'être trop politisées. Alors, quelles réformes vous vous engagez pour assurer leur transparence, leur technicité et surtout pour participer justement à la production et surtout à la contribution des producteurs à une hauteur où ils se suffisent et bien sûr pour participer au développement durable du secteur. Comment vous faites dans un premier temps pour garantir la richesse des planteurs et dans un deuxième temps pour garantir la transparence des entités comme le Conseil Café Cacao dont je parlais? Dans mon projet de société, je n'accuse pas le Conseil Café Cacao. Ça n'existe même pas dans mon projet de société. Dans mes propos de tout à l'heure, je n'ai pas accusé. J'ai dit qu'il y a un problème. Et je vis le problème moi-même, étant enfant de planteur. Nous avons un prix qui est indiqué et les paysans n'ont pas ce montant. C'est ça le problème. Il faut faire de telle sorte que les paysans aient ce montant. Il faut revenir à la stabilisation du prix du café et du cacao. Victorine, vous voulez réagir? Oui, et puis veiller, faudra-t-il une autre brigade? Non, pas une brigade à ce niveau. Au niveau de la femme, dans tous les cas, il y aura une brigade pour réprimer ceux qui font des crimes sur les femmes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est la stabilisation. Vous avez suivi la caisse de stabilisation qui contrôle, qui stabilise le prix de telle sorte à ce que le paysan ait le prix normal du café cacao. Il ne faut pas se dérober à ça. Comment ça se fait sur le terrain? Comment ça se fait sur le terrain? Oui, c'est bon que quand on a fixé le prix du cacao à 2000, 3000 francs, il y a la caisse qui stabilise parce que si le prix baisse au niveau international, dans ces conditions, le même prix est donné aux paysans. On ne va pas aller de haut en bas. Et en même temps, on contrôle que le prix est payé bon champ. Et ça, c'est parce que c'est une structure... Eh bien, c'est une structure qu'il fait. Ils ont des contrôleurs un peu partout sur l'étendue du territoire. Vous n'avez pas vu le fonctionnement de la caisse de stabilisation? Voilà, il faut revenir à ça. Madame la Présidente, l'expérience que vous partagez avec nous révèle certainement un pan de vérité, parce que c'est un témoignage que vous partagez avec les Ivoiriens. Mais si l'on s'en tient à ce qu'on a pu voir après l'annonce de ces prix, on a vu des producteurs de café et de cacao qui n'ont pas boudé leur plaisir. Alors la question est la suivante. Vous, Présidente de la République, est-ce que les producteurs de café et de cacao devraient s'attendre à avoir davantage le sourire? Ah oui, bien sûr. Que feriez-vous? Ils devraient même sourire. Et là, au moment où je suis en train de parler, les producteurs devaient commencer à sourire. Pourquoi? Parce que nous allons les protéger sur le plan de la protection sociale. Nous aurons la mutualité sociale agricole pour les planteurs. Ça, c'est clair. Parce que je sais comment ça fonctionne. Et puis ensuite, nous allons stabiliser le prix du cacao. Et ça, ils doivent être heureux. Ils savent ce que c'est que stabiliser. Parce que c'est ce qui a fait le miracle ivoirien en son temps. Donc, les paysans devraient comprendre que le 25 octobre prochain, Henriette Lagou élu, le paysan ivoirien ne va plus souffrir. Cheikh. Oui, l'agriculture représente à peu près 44% des actifs en Côte d'Ivoire et demeure peu mécanisée et surtout très peu industrialisée. Comment vous arrivez à moderniser toute la chaîne agricole, bien sûr, tout en préservant la compétitivité et la productivité du secteur? Et en deuxième lieu, comment vous arrivez à garantir la création des emplois dans ce secteur-là? Ben, c'est vrai, nous allons, dans mon projet, évidemment, il est prévu de mécaniser l'agriculture. Vous faites bien de me poser la question parce que nous allons mécaniser. Aujourd'hui, moi, je dis, je suis de la paysannerie. Nous voyons nos parents qui travaillent encore à la daba et à la machette.
Et ça, il faut mécaniser l'agriculture. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de travailler sur, d'avoir de grandes superficies cultivables parce que c'est une machine qui va évidemment travailler. Mais ça ne veut pas dire que les machines sont utilisées par les hommes de toutes les manières. Donc, on ne va pas perdre des emplois. Ensuite, quand nous avons une grande superficie, nous allons avoir de la grande production. En ce moment, nous allons passer à la transformation. Parce que quand on ne produit pas beaucoup, on ne peut pas prétendre transformer nos matières premières. Victorine? Oui, nous savons que l'économie de la Côte d'Ivoire repose toujours sur l'agriculture, mais quand nous parlons d'agriculture, nous parlons de l'agriculture de rente. Alors que la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire dépend plutôt des cultures vivrières. Comment comptez-vous régler ce dysfonctionnement pour que la Côte d'Ivoire soit souveraine? Merci. Nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, nos mamans qui sont dans le secteur du vivrier. Et quand j'étais ministre de la Famille, nous étions en train de nous organiser pour les encadrer, parce que beaucoup sont dans l'informel. Aussi, d'énormes problèmes se posent à ces femmes. Comment transporter les produits de bord champ jusqu'à la ville? Comment faire le transport jusqu'au Grand Duc? Donc, il y a des produits qui restent bord champ et qui pourrissent parce qu'on ne peut pas sortir. D'abord, il y a des problèmes de route pour sortir, il y a des problèmes de transport pour sortir. Donc, évidemment, pour l'autosuffisance alimentaire, c'est un secteur très important qu'il faut organiser. J'étais allée en Chine quand j'ai échangé avec les femmes chinoises pour que nous puissions avoir, parce que j'ai vu ce qui se passe là-bas, pour que nous puissions avoir des engins pour nos mamans qui sont en coopérative, pour que nous puissions avoir évidemment des camions pour sortir les produits de nos villes de l'intérieur jusqu'à Abidjan. Mais avec les crises que nous avons connues, c'est des projets qui ont été retardés ou qui n'ont pas été suivis. Moi, au pouvoir, on remet ces produits pour que l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire n'est pas encore ce que nous voulons. Cheikh. D'accord. Vous nous parlez d'un partage équitable des richesses. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous prévoyez par exemple une réforme fiscale pour mieux taxer les grandes entreprises, pour taxer les grosses fortunes, cela afin de financer des projets sociaux ou des développements durables? Quelle est votre solution à ce niveau-là? Mais déjà, au niveau de la fiscalité, il faut dire que notre économie inclusive dont nous parlons devrait être une économie ivoirienne de petites et moyennes entreprises qui se développent en ce moment-là. Il ne faudrait pas avoir un TVA de 18%, ou il faut que ce soit en dessous de 18%. Ça va aider nos PME. Qu'est-ce que vous faites un prélèvement sur l'impôt? Vous faites un prélèvement des grosses fortunes? Non. Pour abaisser la TVA? Non. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des grosses fortunes? Nous sommes des pays pauvres. Alors vous allez me dire s'il y a des grosses fortunes. Non, il faut faire la chose autrement. Il y a d'autres leviers, mais pas aller prendre sur les grosses fortunes. Mais ce que je veux dire, c'est que nous allons déjà au niveau des PME nous occuper du fait qu'ils payent évidemment au niveau de la TVA, que ce soit en baisse. Et nous avons au niveau de l'agriculture, de nos produits, de nos matières premières. Aujourd'hui, nous avons le pétrole, nous avons l'or. On était basé seulement sur le café, le binôme café-cacao. Aujourd'hui, nous avons diversifié. Nous avons l'or, nous avons les véhicultures, nous avons le pétrole et tout ça. Ça, c'est des richesses que nous pouvons utiliser pour faire les projets que nous voulons développer. Alors, Madame la Présidente du groupement des partenaires politiques pour la paix, on espère que vous serez présidente au soir du 25 octobre. La Côte d'Ivoire, a un taux de croissance de 6%. Nous sommes un pays en construction. Vous, Présidente de la République, quels sont les mécanismes que vous mettrez en place pour maintenir cette dynamique de croissance? Pour maintenir cette dynamique de croissance, c'est de faire en sorte que nous ayons plus de richesses. Et pour que nous ayons
plus de richesses, il faut qu'un pays, le développement est basé sur 2 pans. Nous avons le capital humain et puis nous avons les infrastructures. Si déjà au niveau du social hardi, nous avons le capital humain qui est pris en compte et qu'à la suite de ça, nous allons pouvoir produire, parce que c'est les hommes qui produisent de toutes les manières, ça va nous permettre de maintenir cette croissance économique de la Côte d'Ivoire. Quel est votre schéma directeur pour le développement des villes et régions en Côte d'Ivoire? Nous allons, dans notre projet de société, faire 10 régions, pas plus. Nous allons faire 10 régions. 31 régions, c'est pléthorique. Nous allons faire 10 régions. Nous allons faire la communalisation totale. Et ces 10 régions, évidemment, vont coordonner les activités des communes. Et nous allons, avec toutes ces communes, faire les communautés de communes pour pouvoir faire les grands chantiers. Voilà un peu l'aménagement du territoire que nous voulons dans notre projet centriste de développement. Cheikh, mais très rapidement. Oui, vous nous parlez de l'ivoirisation de l'économie. Est-ce que cela implique une préférence nationale dans l'attribution des marchés publics et des grands contrats? Et comment vous comptez concilier cette politique-là avec les obligations internationales? Bien, évidemment, tout pays aspire à ce que ses enfants soient riches. C'est clair. Et donc, il faut, quand on parle d'ivoiriser, vous avez touché du doigt ce que nous pensons. Il faut permettre aux entreprises ivoiriennes d'émerger. Voilà. Madame la Présidente, oserais-je vous interrompre alors que vous êtes en pleine explication? Non, je vais finir, je n'ai pas fini. Allez-y, je vous en prie. Laissez-moi finir. Je vous en prie. Nous allons permettre aux entreprises ivoiriennes d'émerger. Ça ne veut pas dire que nous allons complètement couper avec les multinationales. Non, ils ont des compétences, ils ont des choses que nous n'avons pas chez nous, que nous allons leur confier. Mais pour ce qui est en Côte d'Ivoire et qui peut être fait par les nationaux, nous allons évidemment rendre cela aux Ivoiriens. Est-ce que ça passe par la révision du Code du marché, par exemple? Pourquoi ça passe? Qu'il y ait la préférence nationale et qu'il y ait une préférence et une montée en puissance des acteurs locaux. Je voudrais revenir... Alors, on est un peu pris par le temps. Ce sont des impératifs que nous devons justement donc respecter. Je tenais justement, Madame la Présidente, à vous dire que nous sommes pratiquement au terme de cette émission et que l'opportunité vous est donnée de justement vous adresser à ces Ivoiriens qui vous ont écouté, vous exprimer sur plusieurs thématiques. Ils vous écoutent. Quel est votre mot à leur endroit? Ben, je voudrais remercier encore une fois la télévision ivoirienne. Et je voudrais dire, chers compatriotes, que j'ai servi la Côte d'Ivoire avec beaucoup d'amour, avec abnégation. Aujourd'hui, je suis candidate au présidentiel 2025. Je veux partager avec vous ma passion pour la Côte d'Ivoire. Je veux partager avec vous le fait de voir une Côte d'Ivoire complètement apaisée. J'aime la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison que je dis au peuple de Côte d'Ivoire, aimons la Côte d'Ivoire. Aimons la Côte d'Ivoire afin de faire un choix de l'alternance réelle. Aimons la Côte d'Ivoire pour que nous puissions faire un changement réel. En Côte d'Ivoire, nous avons vu 5 présidents. Il n'y a jamais eu de passation de charge. Quand un président sort et un autre rentre. Je voudrais dire, aimons la Côte d'Ivoire pour le choix de la modération, pour le choix de la sagesse. Aimons la Côte d'Ivoire pour le choix de dépasser les clivages. Aimons la Côte d'Ivoire pour construire un pays fort à tout point de vue. Je voudrais donc dire que je suis l'alternative. Au soir du 25 octobre, portez votre choix sur Henriette Lacou. Et je vais gouverner la Côte d'Ivoire avec détermination, avec intégrité, pour que nous puissions voir en fin de compte la touche féminine. Je voudrais dire que ce combat de changement, nous allons le gagner ensemble avec vous. Et je voudrais indiquer que maintenant même,
avec Henriette Lago, tout est possible. Merci, Madame la Présidente du groupement des partenaires politiques pour la paix. Voilà qui marque la fin de cette émission. Nous avons été ravis de tenir ce temps d'antenne en compagnie de nos confrères Cheikh Ahmed Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire et Victorine Yaouyoboué de RTI 1. Madame, Monsieur, nous n'aurons pas la prétention d'avoir abordé toutes les questions, tant il y a à dire, tant les attentes sont grandes. Ce soir, la candidate du groupement des partenaires politiques pour la paix, Henriette Lago, était face à vous, électeurs, pour vous présenter son projet de société dans le cadre de cette présidentielle. La balle est désormais dans votre camp. À vous de décider. Bonne chance, Madame la Présidente du GPP. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde notre cher pays, la Côte d'Ivoire.